suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Au sud de Marrakech, l'immense jardin de l'Agdal s'étend entre les monts enneigés de l'Atlas et le désert du Djébélé. Ce jardin, créé au XIIe siècle, est une oasis en milieu aride et constitue une véritable prouesse technique. L'Agdal, c'est le miracle de l'eau à Marrakech. Au XIIe siècle, la dynastie almohade descend des montagnes de l'Atlas et prend la ville de Marrakech, alors fief des Almoravides. Sous l'impulsion de leur souverain Abdelmoumen, les Almohades entreprennent de canaliser et stocker l'eau de la montagne. Ils créent ainsi les vergers de l'Agdal, où orangers, oliviers, grenadiers et abricotiers répondent aux besoins de leur ville en expansion. Entre les XIIe et XIIIe siècles, les Almohades vont conquérir et dominer l'Afrique du Nord et l'Espagne. Pour protéger le jardin des vents arides et des tribus avec lesquelles ils sont en guerre, ils élèvent une haute muraille. Le jardin prend alors le nom d'Agdal, qui signifie en langue berbère « prairie close ». Ouidad Teba est professeur à l'université Kadi Ayad de Marrakech. Ouidad, les remparts de l'Agdal fabriquent une frontière assez nette entre un paysage hostile, paysage désertique, et puis une sorte d'idéal, un océan de calme qui est le jardin. Et oui, parce que l'Agdal, c'est le jardin nourricier. C'est le jardin de la vie pour la ville citadelle recluse derrière ses remparts. Donc c'est la vie même qu'on cherche à organiser, à protéger, pour qu'elle puisse après nourrir l'ensemble de la Médina. L'Agdal, c'est le joyau. C'est le joyau de ce dispositif qu'est la cité-jardin. C'est dans le chaos environnant, dans le désert environnant, essayer d'organiser, d'enclore la vie. Ce jardin, avec ses couleurs, avec ses senteurs, avec son eau, doit contraster nécessairement, et le rempart est là pour marquer la coupure, avec ces paysages monochromes qui l'environnent. On ne peut pas comprendre l'Agdal si on ne comprend pas cet imaginaire de la fertilité. Donner la vie au cœur du désert. Et ça, c'est non seulement une prouesse technique, mais c'est un acte de foi. Parce que parmi les actes qui incombe à un souverain bâtisseur, et c'est évidemment le cas des Almohades, il y a l'idée d'amener l'eau, de trouver l'eau coûte que coûte, et de permettre, grâce à cette eau, de faire éclore le désert. Puis quand on est là, on a le chant des oiseaux, on a les palmiers, on a les orangers en fleurs avec toutes ces odeurs, on a l'eau. Est-ce que finalement tout ça, c'est l'idée, l'image du paradis ? On est dans le paradis. Une forme de paradis, le rêve du paradis en tout cas. Il y a dans le Coran une multitude de références au palmier. Le palmier, dans les hadiths, dans les propos du prophète, sont littéralement faits du limon d'Adam. Ils sont quasiment des êtres humains. Il y a un écrivain libanais, Salah Stétier, qui dit « Dans l'âme de tout homme, il y a une dimension qui est jardin. » Et il insiste, dans l'âme de tout homme, certes, mais surtout dans la nôtre, nous les fils du sable, les déshérités de l'eau, pour lesquels toute terre, en fait, est d'abord un horizon de promesses, le jardin.
Ouidad, est-ce qu'on peut qualifier les jardins de Lagdal de jardins paysans? Oui, ce sont des jardins paysans. À l'évidence, on n'a pas un architecte paysagiste qui a conçu un schéma préétabli et qui, à partir de ce schéma, conçoit le jardin à la française. Ici, ce sont les paysans. C'est le savoir-faire paysan qui, depuis des siècles, a façonné ce jardin. Il a conçu ces allées d'arbres fruitiers, ces allées rectilignes. Pratique. Pratiques. Tout est là. Et belles, parce qu'elles sont aussi une manière d'organiser le chaos, de canaliser le désert. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a derrière ces arbres fruitiers, derrière ce qui est visible, il y a tout ce qui est invisible, tout l'art de vivre qui accompagne l'art du jardin. Derrière ces orangers. Ces orangers, les fleurs d'oranger. Parce que la fleur d'oranger, au Maroc, c'est comme ça aussi qu'on reçoit nos hôtes. On les asperge d'eau de fleurs d'oranger. Et la fleur d'oranger est omniprésente dans toute la cuisine marocaine. Donc, le jardin, ici, est aussi porteur d'un art de vivre. Les jardins de Lagdal sont mitoyens de la Médina, la vieille ville de Marrakech, et font face au palais royal. Sur 515 hectares, entourés de 9 km de remparts, ils se découpent en plusieurs parcelles rectangulaires dédiées aux arbres fruitiers et aux oliviers. 2 réservoirs surélevés permettent de stocker l'eau, puis d'irriguer les parcelles grâce à un réseau de canaux à ciel ouvert, les seguillas. Ils permettent de répartir l'eau dans tout le jardin. Toutes les dynasties qui se sont succédées à Marrakech depuis les Almohades ont contribué à la pérennité de Lagdal. Dans un style fidèle à la sobriété du jardin, un pavillon de repos a été ajouté au XIXe siècle au cœur des vergers. Abderrazak Ben Shahaban est ethnobotaniste et parfumeur. Il a grandi à Marrakech. Monsieur Ben Shahaban, on est presque face à 1000 ans d'histoire, probablement l'un des témoignages le plus ancestral de l'histoire de l'art des jardins. Et ce jardin est au fondement de la ville de Marrakech. C'est finalement l'organe vital de la ville de Marrakech. Oui, c'est ce jardin qui va vraiment permettre à instaurer dans l'histoire Marrakech comme capitale du Maroc. Et il vient compléter ce qui a été fait 2 siècles avant par les Almoravides. Et il va apporter de la nouveauté, c'est-à-dire un parc où vraiment il y a une véritable démonstration de force, de capacité de l'homme à dominer la nature et surtout la gérer, l'orienter et choisir les espèces qu'il veut planter et les finalités de ce projet. Et alors qu'est-ce qu'on cultivait à l'époque à Lagdal? Alors à l'époque, la grande mode horticole, c'était les agrumes, qui étaient des arbres très inconnus au Maghreb. Alors ces agrumes ont une origine indienne et chinoise et ils ont été sélectionnés déjà par les Arabes au Moyen-Orient et expérimentés avec grand succès en Andalousie. Et c'est le succès de ces arbres en Andalousie qui ont fait leur réputation. C'était un fruit du luxe quand même, l'orange. On les appelait des pommes d'or, vous voyez. Et le premier champ d'expérimentation, ce fut les jardins de Lagdal, à côté d'oliviers. À côté d'olivier, l'olivier est un arbre méditerranéen et les Almohades ont permis son extension vers le sud, ici à Marrakech. Donc c'est un arbre qui produit l'olive de table, donc qui est consommé comme un légume et qui produit de l'huile d'olive. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le seul moyen de s'éclairer, c'était l'utilisation des huiles. Et donc l'huile d'olive assurait l'éclairage des mosquées, des édifices religieux, des palais royaux et même l'éclairage domestique
à l'époque ici à Marrakech. On a vraiment le sentiment que ce jardin fonctionne comme un organe vital, comme un élément essentiel de l'organisation de la ville de Marrakech. Oui, on ne pouvait pas de toute façon assurer la sécurité alimentaire à Marrakech avec des oranges et de l'huile d'olive. Ces deux arbres constituaient la strate arborescente et sous la strate arborescente, on cultivait beaucoup de légumes et de plantes aromatiques. Puis il faisait déjà chaud à Marrakech, c'est un climat déjà semi-aride, donc toutes ces choses, elles n'étaient pas censées pouvoir pousser aussi facilement ici. Oui, donc avant la fondation de Marrakech, Marrakech était une steppe arborée. C'était sauvage avec quelques arbres épineux et des graminées qui poussaient quand il pleuvait. La région n'avait pas un très grand passé agricole avant la création de la ville. Même si le climat est sec, comme on maîtrise l'irrigation, irrigation, eau plus chaleur, ça assure partout dans le monde une très grande productivité. Donc finalement, grâce à ce jardin, on arrive à nourrir une ville entière, on arrive à contribuer à son essor. Finalement, le jardin de l'Agdal, c'est une démonstration de pouvoir. Absolument, c'est une démonstration de pouvoir parce que je crois que la volonté des Almohades, dès le début, c'était faire de ce parc, évidemment, un jardin nourricier. Et à travers cette fonction, c'était de montrer une puissance politique. D'abord, tous les visiteurs du Maroc, tous les ambassadeurs ont été reçus ici. Et dans les chroniques, dans les mémoires des écrivains qui sont passés par là, les historiens, les chroniqueurs de l'époque, tout le monde parle de l'Agdal parce que c'était l'attraction. Et ça a continué jusqu'au XXe siècle. On a des auteurs qui ont été impressionnés par le parc. Le domaine royal de l'Agdal est également une attraction pour les habitants de Marrakech. Avec l'autorisation du roi Mohamed VI, 3 jours par semaine, ils peuvent venir contempler l'un des bassins qui témoignent du miracle de l'eau en plein désert. Hamid Triki est historien, spécialiste du patrimoine marocain. Hamid, je trouve que le premier constat poétique que moi j'ai pu faire en arrivant à l'Agdal, c'est que c'est quand même la neige qui va donner la vie à ce grand verger. C'est évident. On est au pied de l'Atlas, la plus haute montagne du Maroc, le Haut Atlas. Ces cimes sont enneigées, ça coule, ça donne des rivières, ça fait naître des sources. Et l'homme vient, trouve les sources et les prend, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et quand il prend ces sources, il va les faire divaguer selon sa volonté pour l'irrigation avant tout. Ces hommes qui vont construire ici sont des montagnards. Et les Almohades. Or, les montagnards ont l'habitude, sur de toutes petites surfaces, de tracer des cultures en terrasse, des petites parcelles. Imaginez qu'ils étaient fort heureux de disposer d'un espace aussi grand. Alors ils se sont donnés à cela. Ils ont fait un immense jardin, mais après tout, à l'image des petits carrés qu'ils faisaient dans leur montagne. La même formule, mais en gigantesque. En gigantesque, voilà. Le moyen historiquement connu et décrit, c'est celui dit de khattara. Khattara, ça veut dire canalisation souterraine, qui capte l'eau d'une source ou de la nappe phréatique et qui la conduit suivant la pente de la montagne vers la zone destinée à être irriguée, et à ce moment-là, elle va la sortir au niveau 0, dans un immense réservoir d'eau qui est bassin d'accumulation, et à partir de ces bassins, l'Akhtara devient une segia, ça veut dire un petit canal à l'air libre. Il y a quand même un travail qui n'a été possible que grâce à l'autorité d'un empire structuré, organisé, d'une volonté politique qui a décidé qu'il faut irriguer à une échelle gigantesque. C'était
tout simplement comme n'importe quelle dynastie qui se forge, qui conquiert, qui tue, qui organise après. Donc ils organisent, ils planifient, et c'est l'eau qui va déterminer la forme et le découpage du jardin. Et puis c'était aussi un lieu qui devait exprimer une forme de puissance, je suppose, avec une surface aussi gigantesque. Absolument, mais ils ont fait énorme parce que c'est conforme aussi à leur pouvoir. Toute l'œuvre des Almohades, quelle que soit sa nature, artistique, militaire, culturelle, du jardin, etc., de bâtiments, d'édifices, de minarets, etc., toute l'œuvre exprime essentiellement la puissance. Le message à transmettre, c'est « nous sommes puissants hein, et nous construisons très grand ». Laoussine Anish est ingénieur hydrologue à Marrakech. Là, on est autour d'un bassin de l'Agdal, dont l'eau sert à l'agriculture, mais pas uniquement. Il y a toutes les activités ludiques. Et de temps des Almohades est utilisé pour apprendre aux soldats la natation avant d'aller conquérir l'Andalousie au nord. Et effectivement, ici, on le voit bien que cette eau, il fallait la stocker. Ça ne suffisait pas de venir l'amener, de fabriquer des systèmes d'adduction d'eau. Il fallait aussi la stocker. Là, on est un peu surélevé par rapport au jardin. Alors, comment ça fonctionnait ? On a 2 grands bassins dont la profondeur peut aller jusqu'à entre 4 et 5 mètres, en plus de 2 autres petits bassins. Et à partir de ces bassins, on sort une sorte de canalisation. C'est pour ça qu'on est en altitude par rapport au champ qu'on va irriguer, parce qu'on fait de l'immersion, c'est-à-dire une irrigation par le gravitaire uniquement. Le réseau des Seguillas a été construit en pente douce pour que l'eau s'écoule naturellement jusque dans les parcelles les plus éloignées des bassins. Donc ces sagas sur des centaines de mètres ramènent l'eau au point le plus éloigné du bassin pour irriguer par inondation. Alors là, cette Seguilla-là, elle date de l'époque almohade ? Elle date de l'époque d'Almohade, en même temps de la construction des bassins de tout le verger. Donc ce qu'on voit là, c'est le XIIe siècle alors ? C'est le XIIe siècle. Et alors là, l'appareillage, il est très délicat. On voit qu'il y a vraiment plusieurs couches, une couche de mortier, une brique du mortier, une brique, et ensuite des briques inclinées pour fabriquer le couronnement. Ça, c'est sublime. En revanche, elles sont un peu abîmées. Est-ce qu'elles fonctionnent encore ? Oui, les sagias, ça fonctionne encore, hein, puisque ça ramène l'eau du bassin, sauf que le système qui remplit les bassins, c'est-à-dire le système qui est en amont, les khetara, c'est-à-dire les galeries souterraines, ils sont plus fonctionnels. Ils sont à sec. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils étaient construits au niveau supérieur de la nappe. Et comme le niveau de la nappe a baissé, donc ils sont à sec. Donc ils ramènent plus d'eau. Et cette baisse du niveau est due à plusieurs raisons, c'est-à-dire la démographie, le développement du tourisme avec les golfs, l'agriculture intensive. Donc le niveau de la nappe, ces 40 dernières années, il baisse entre 1 à 2 mètres par an. C'est-à-dire que le réseau interne d'irrigation fonctionne, mais le réseau externe qui va chercher l'eau plus loin, lui, il ne fonctionne plus. Tout à fait, il ne fonctionne plus parce que ces galeries sont à sec. Aujourd'hui, ce sont des barrages qui régulent les oueds de l'Atlas vers Marrakech et les bassins de l'Agdal. Les Almohades avaient su construire un système d'adduction par simple récupération de l'eau. L'eau, à présent devenue chère, est encore plus précieuse. Les jardiniers ont à cœur de l'économiser, surtout en période de canicule.
Hassan Tijani, jardinier en chef du domaine de l'Agdal, est parfois contraint de sacrifier certaines espèces du jardin. Hassan, la vocation nourricière des jardins de l'Agdal, finalement, est restée la même pendant presque 10 siècles. Quelle est la différence entre ce qui était cultivé auparavant et ce que vous cultivez aujourd'hui ? Les figuiers ont été arrachés il y a 2 ans à cause de sécheresse. Et les amandiers aussi. D'accord. Donc il y a encore des arbres qui subissent la sécheresse à l'Agdal. Oui. Donc vous avez conservé en fait les essences qui étaient les plus résistantes. Oui, par exemple, l'olivier, c'est l'espèce la plus résistante. Le grenadier, oui, aussi, il résiste, mais pour les fruits, il ne résiste pas aux chaleurs et au manque d'eau, parce que la chaleur cause du coup de soleil sur les fruits, alors il les éclate. Quand il fait chaud, l'arbre, en fait, il va se défendre contre cette chaleur, donc il va laisser tomber ses fruits. Oui. Et parfois même ses feuilles, d'ailleurs. Dans ce cas, c'est la catastrophe. Oui, là, c'est fichu. Ça fait chier. Ouais. En 2005, c'était une année difficile. Au lieu de récolter 400 tonnes de grenadiers, nous avons récolté uniquement 120 tonnes. Ah ouais. Nous avons perdu les 2 tiers de la production à cause de la chaleur et à cause de manque d'eau. Afin de prévenir d'éventuelles baisses de production, les Almohades ont cherché à maintenir un microclimat au sein du jardin. La fonction coupe-vent des murs en pisé réduit aujourd'hui encore l'évaporation. Mais le réseau des séguillas ne permet pas de répartir l'eau avec précision au pied des arbres. Elle peut mettre 20 jours pour descendre dans les parcelles les plus éloignées. Aussi, on privilégie aujourd'hui l'irrigation au goutte à goutte qui permet de réduire la consommation d'eau tout en fournissant la quantité nécessaire au développement des arbres. L'Agdal a traversé les siècles grâce à l'ingéniosité des Almohades. Aujourd'hui, la raréfaction de l'eau entraîne des baisses de rendement et le jardin n'a plus pour vocation de nourrir la population de Marrakech. Mais la moitié de sa production est toujours consommée au Maroc, tandis que l'autre est destinée à l'exportation. L'Agdal reste pourtant dans l'art des jardins un modèle ancestral jamais égalé. Ouidad, on est plein d'idées préconçues sur le jardin. Ici, à l'Agdal, la beauté n'est pas immédiate, même si on prend une claque. Évidemment, l'Agdal a tout du jardin devant lequel on peut passer sans s'en rendre compte. Pourquoi ? Mais c'est tout simplement parce que c'est un jardin agreste. C'est un jardin qui non seulement est un hymne à la nature, mais c'est d'abord un hymne au savoir-faire paysan. L'Agdal, ce n'est pas un don inespéré qui a été fait à Marrakech. L'Agdal, c'est une appropriation lente, laborieuse, difficile, de technique, d'une complexité inouïe pour arriver à cela. Le chant des oiseaux, les couleurs, les sons, les odeurs, les arbres qui se mirent dans ces bassins, mais d'abord et avant tout dans le savoir-faire paysan. Au nord du Maroc, la ville de Fès est un joyau qui possède la plus grande médina du monde.
À l'intersection de la vieille ville et de l'immense ville nouvelle, le jardin de Jnanzbil, qui signifie paradis en arabe, s'étend sur plus de 7 hectares. C'est au XVIIIe qu'il est créé par le sultan Moulay Abdallah pour devenir un jardin public au siècle dernier. Il a ensuite été rénové à l'initiative de son Altesse royale, la princesse Lala Hasna'a, et inauguré en 2010. Son exceptionnelle végétation est composée de nombreuses essences, comme les eucalyptus, les pins et les palmiers, vieux parfois de plus d'un siècle. En plein centre-ville, il y règne une ambiance de douceur et de paix. Entre le massif du Rif au nord et les montagnes de l'Atlas marocain au sud, Fès se situe en un lieu stratégique. Rachid Alaoui est architecte. Rachid, qu'est-ce qui va déterminer l'installation de la ville de Fès dans ce grand territoire? Alors, la fondation de la ville de Fès a été déterminée par l'eau. Alors, ce site principal de Fès, on devine l'Atlas au fond. Et ici, nous sommes au pied du Rif, c'est-à-dire entre deux montagnes. Entre les deux, il y a une plaine qui est inclinée vers le nord, qui est vers nous. Et l'eau s'écoule immanquablement vers le nord, ici, le long de cette plaine, et va arriver en bout de la plaine, et va s'écouler vers la vallée du Sebou. Donc cet endroit stratégique, c'est là qu'arrive la rivière principale et qui va être divisée en 4 oueds différents qui vont irriguer les principaux quartiers de la Médina. Et donc en même temps, présence de l'eau, et deuxième chose, un apport de terre alluviale extrêmement important, donc une terre très riche. C'est-à-dire que l'eau a mené des alluvions qui sont entassées à cet endroit-là. Donc la terre est très riche et très favorable pour créer un jardin et pour avoir surtout des grands sujets qu'on n'a pas ailleurs. Alors cette eau, quelle place elle tient culturellement dans la vie des Fassis, des habitants de Fès? Alors il faut savoir que l'eau est extrêmement importante dans le vécu quotidien des Fassis et je dirais des Arabes d'une façon générale. Puisque les Arabes ont en eux cette espèce de stress hydrique qui traîne depuis donc, des siècles, qui est inscrit dans les gènes. L'Arabe est originaire du désert, et donc il y a une soif d'eau, il y a un besoin d'eau qui est extrêmement important. Il y a une espèce de sacralisation de l'eau. Il y a un verset du Coran qui dit « Waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy » et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Comme il y a une soif de verdure, ce n'est pas pour rien que le vert est la couleur de l'islam. Les jardins sont structurés par la spectaculaire allée de Washingtonia au nord et par la perspective nord-sud des bassins du jardin andalou. Le jardin s'organise autour de l'arrivée dans le parc de la rivière de Fès, qui se subdivise en 4 ramifications grâce à l'action d'un répartiteur, cœur hydraulique du jardin. L'une des branches permet d'alimenter le Grand Lac au sud. Alors Rachid, ici on devine de nombreux entrelacs de passages d'adduction d'eau. Donc on a vraiment le sentiment que cette machinerie, elle est au cœur du jardin. Elle est au cœur du jardin puisque c'est toute la science de l'eau, toute la maîtrise de l'eau qui est illustrée ici dans ce lieu. Donc c'est là qu'on a installé ce répartiteur qui va diviser l'eau en 4 oueds. Donc on a 1, 2, 3, 4. Et le 4e oued donc, va alimenter un lac de retenue qui va servir de réservoir pour réguler le transit de l'eau et éviter éventuellement les inondations dans la Médina. Donc c'est un système très complexe, mais très ingénieux, donc, autour duquel a été créé le jardin.
Avec la Noria, on découvre un autre exemple ingénieux de la redistribution de l'eau à Jnanzbil. Une reproduction de cette roue rend hommage au génie hydraulique marocain. Alors Rachid, comment fonctionne cette Noria? Alors la Noria, c'est un dispositif qui sert à remonter l'eau. Donc l'eau s'écoule naturellement par gravité. En s'écoulant, elle fait tourner la Noria. À l'intérieur de la Noria, il y a un certain nombre de godets qui prennent l'eau et puis qui va déverser l'eau dans un bassin qui va amener pour alimenter une autre segia, c'est-à-dire un autre circuit d'eau. Donc ça permet de relever l'eau de l'équivalent du diamètre de la Noria. C'est à la fois un système écologique, mais ce qui est intéressant, c'est toute cette philosophie de l'eau qui se fait piéger par sa propre force. Après son passage dans le jardin, l'eau arrive en bout de parcours dans la Médina. Là, Rachid, on arrive à la fin du circuit, ce grand circuit hydraulique de la ville de Fès. Alors tout à fait, on arrive à la fin. Et ici, c'est l'aboutissement, c'est le final. En l'occurrence, nous sommes au centre, au cœur de la Médina. C'est une fontaine publique, c'est la fontaine Nejarine, qui date du XIVe siècle. Et on voit vraiment tout ce décor, ce foisonnement, cette surcharge, cette richesse qui est là pour célébrer l'eau et pour accentuer le caractère sacré de l'eau. Et vraiment, la fontaine, c'est le symbole d'un quartier. Donc ça, c'est la fontaine publique, mais l'eau rentrait aussi dans les maisons. Dès le XIIe siècle, l'eau était distribuée dans les maisons gratuitement. À l'époque, c'est vraiment une répartition équitable. Beaucoup de villes n'ont connu vraiment le confort de l'eau, la répartition de l'eau, que très tard. Hein. À Paris, par exemple, dans les années 1930-1940, il y avait des appartements qui n'avaient pas de salle d'eau encore. Donc là c'est vraiment quelque chose qui remonte à très très loin et qui est quelque chose d'unique dans le monde. Et qui a fonctionné longtemps dans le temps. Qui a fonctionné très longtemps, jusqu'au milieu du XXe siècle. Tout comme son réseau hydraulique, le jardin est un témoin de l'histoire. Comme par exemple les murs de l'ancien fort au sud et les remparts du XVIe siècle qui l'entourent. Mounia Benani est architecte paysagiste. Alors Mounia, on est dans la partie haute du jardin de Jnanzbil. Face à nous, on a deux éléments très stricts dans ce jardin. Une grande allée de palmiers, très linéaire, et puis une perspective parfaite qui va se cogner contre une des tourelles des remparts. Pour autant, on n'est pas dans un jardin formel, on est dans un jardin beaucoup plus complexe à lire. C'est un peu un mélange de culture marocaine, andalouse parce qu'il y a évidemment une importation d'Andalousie. Les Andalousiens sont venus au Maroc, donc ils ont laissé une empreinte sur les jardins marocains, mais aussi française, puisque ce jardin date du début du XXe siècle, qu'il a été redessiné par des Français. Donc on retrouve les deux cultures. Et est-ce qu'on peut qualifier du coup ce jardin de jardin métissé, de jardin hybride? Absolument. La culture marocaine ou andalouse, notamment par sa structure. C'est un jardin très formel, qui a une symétrie avec un axe central, des influences du riad clos avec des patios, des fontaines et un enfermement qui traduit non pas par des murs comme le riad, mais par des grands massifs de boisement ici qui sont les bambous. Et évidemment les couleurs, c'est-à-dire ce fouillis de végétal, de fleurs, de massifs fleuris qui soient à l'intérieur d'un parterre ou dans les massifs, et ça c'est très marocain. Par contre, ce qui fait plutôt le jardin français, la touche française, c'est la structuration des parterres. Donc on a une géométrie, on a des haies bien taillées qui délimitent les parterres et on a surtout une perspective qui s'ouvre au-delà du jardin. Donc c'est un vrai jardin métissé qui mélange les deux savoir-faire français et marocains.
On doit ce mélange de styles au maréchal Hubert Lyautey, premier résident français au Maroc, qui a signé le traité du protectorat en 1912. Il choisit un paysagiste français, Marcel Zaborski, pour dessiner le jardin. Et puis l'idée de jardin public au Maroc, à cette époque, c'est nouveau. Oui, évidemment, c'est très nouveau, puisque lorsque les Français sont arrivés en 1912, ce qui existait, c'était plutôt des jardins introvertis. Mais lorsque les Français sont venus, ils ont construit des réseaux d'espaces verts et de jardins de parcs publics pour dessiner la trame des nouvelles villes. Et Genensville fait partie de ce réseau de jardins publics qui est à l'intérieur d'un tissu urbain. Et puis ce jardin, Mounia, il joue le rôle de lien entre les deux villes. Oui, sa situation très particulière à la charnière entre la Médina et la ville nouvelle en font un lieu où on s'arrête, mais surtout un lieu de passage. C'est vrai qu'il permet aux habitants de la Médina de se rendre à la ville nouvelle en traversant le jardin. Donc c'est vraiment un espace de vie, de passage qui est ouvert sur la ville et non pas fermé, mais aussi un lieu d'agrément, un lieu de repos, puisqu'on est à côté de la Médina, où justement les maisons ne possèdent pas de jardin, donc c'est vraiment le poumon de Fès. Et les habitants se sont vraiment appropriés ce jardin, surtout les étudiants. On le voit vraiment autour du lac, ils sont là, ils s'assoient. Et ça depuis toujours en fait? Depuis toujours, depuis son existence, c'est-à-dire dès qu'on en a fait un espace public, moi je sais, mon père, mon grand-père, tous les Fassis des générations qui nous ont précédés ont connu Genensville avec cette mémoire où ils écoutaient de la musique, ils venaient réviser leurs cours. C'était vraiment un espace qui faisait complètement partie de l'identité des habitants. Mounia, on est dans un jardin qui est très fréquenté, et là, soudain, on est au calme. Oui, moi, c'est l'endroit que je préfère. J'aime particulièrement cet endroit. Ouais. On est au cœur des bambous. Ces bambous qui sont de part et d'autre, un peu loin de l'agitation du mail central. Ici, on retrouve le calme. On a vraiment un petit patio creusé dans les bambous. Et ce patio, c'est vraiment l'inspiration du riad introverti de nos demeures marocaines. Et les gens parlent doucement. On vient s'allonger, on vient lire. On a juste une fontaine et rien d'autre. Pas de fleurs, pas de plantes superflues, juste ce zélige bleu qui donne la couleur à l'espace. Et c'est vraiment un lieu de calme et de quiétude, enfin moi que j'adore. Ouais. Chacun peut trouver ici des lieux où se reposer, à l'abri des regards et à l'écart de la foule. La végétation luxuriante et les allées ombragées sont entretenues par une équipe de 70 jardiniers, dirigée par Larsen Raoui. Depuis 1984, il réside au cœur du jardin pour mieux s'en occuper. Larsen, tu es né à Fès. Tu as toujours connu le jardin de Genensville? Oui. C'était un jardin merveilleux. Lorsque j'étais petit, à l'âge de 6 ans, 7 ans, on vient dans ce jardin jouer le cache-cache entre les arbres, nager dans le petit lac. Là? Vous aviez le droit de nager? Oui, non, nous n'avions pas le droit. Mais nous nageons et nous jouons en cachette. Ici, par exemple, les gardiens nous attrapent, ils nous donnent des fouets. Il arrive parfois qu'ils nous prennent nos habits. Ouais. Et nous partons à
à notre maison torse nu, seulement avec le maillot. Ce jardin, c'était le lieu de tous les fascis. Ah oui, oui, parce que c'était le premier jardin créé à Fès. Donc c'était un poumon de la ville de Fès. Ce jardin, c'est un patrimoine, donc il nécessite le respect, donc on doit l'entretenir. Larsen a conçu ici une véritable pépinière, lieu privilégié pour reproduire les espèces. Ici, on est dans les coulisses du jardin de Schnenzwil. À quoi sert cet espace? Nous avons créé cette pépinière pour l'autosuffisance de jardin. Lorsqu'on sème des fleurs de saison dans les parcelles, et lorsqu'ils grandissent, ils donnent des graines, on ramasse ces graines et on les récupère jusqu'à l'année prochaine. Finalement, Larsen, tu fais avec ce que te donne la nature, c'est du bon sens de jardinier. Vous récoltez les graines issues du jardin, vous les multipliez ici, et puis elles repartent dans le jardin. Regarde. Ouais. Des pensées. Par exemple, les pensées. Voilà les graines. Regarde. Ok, donc là tu récupères toutes les petites graines. Oui. Voilà. Et ça fabrique le petit trésor du jardin de Schnenzwil. Voilà. On a récupéré plusieurs, regarde, plus que ça. Toute cette panier. C'est que des graines. C'est que des graines. Si tu avais dû les acheter, ça t'aurait coûté cher. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on multiplie ici des plantes par semis, par bouture et par greffage parfois. Donc là, tout ce qui est autour de nous, ce sont des plantes qui sont issues d'autres plantes, elles-mêmes plantées dans le jardin. Bien sûr. Tout ce que vous voyez dans ce jardin, nous le faisons. Larsen cultive aussi des plantes aromatiques marocaines dans un espace du jardin récemment rénové. Des cactées, très peu consommatrices d'eau, ont également été introduites. Dans les années 80, le Maroc a connu une période de sécheresse. Les contraintes climatiques ont provoqué un afflux de population vers la ville, modifiant la fréquentation du jardin. Tami Ben-Kiran, photographe, s'intéresse tout particulièrement aux usages du jardin. Tami, comment les fascis occupent et pratiquent l'espace dans le jardin public, dans ces 7 hectares du jardin de Schnenzwil? On voit très bien que la population la plus fréquente au fait, c'est celle des femmes. Cette population de femmes au foyer est faite essentiellement d'une population rurale. On le voit d'ailleurs dans le vestimentaire. C'est la djellaba aux couleurs gaies, très voyantes, etc. Cette population, bien sûr, est nourrie de la campagne, de la verdure, etc. Donc quand ils se retrouvent dans un espace bétonné, fermé, avec une topographie particulière, qui est la Médina, avec ses ruelles étroites, très sombres, etc., on reste enfermé toute la journée dans sa maison. Et donc le vendredi est l'occasion rêvée pour venir mettre un peu de verre. Et le vendredi, c'est un jour particulier? Le vendredi est le jour férié de la semaine, comme pour les chrétiens, c'est le dimanche. Les gens, bien sûr, ont l'impression d'avoir un petit coin donc à eux dans cet espace-là. Et donc ils viennent tout naturellement pour en profiter. Tami, toi tu es photographe, tu as un regard acéré sur les choses. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Alors, je me suis intéressé au graffiti. Et à force de chercher, j'ai fini par comprendre que le Marocain avait une prédilection pour le végétal. Il se confie essentiellement au végétal. Peut-être aussi parce que l'arbre est l'autre entité verticale comme l'homme.
Il y a deux entités verticales, l'homme et l'arbre. Donc on se confie vraiment à cette entité-là. Si on va dans une forêt, on va trouver beaucoup d'inscriptions sur les arbres. Si on vit à Genainsville, on va trouver également la même tendance. Et il y a une bambouseraie qui est couverte de symboles. Je pense que dans la conception du monde, on a été chassé du paradis, hein, si on prend une version biblique. Et ce paradis est un peu fragmenté. Et donc moi, quand je viens ici, je cherche donc ce fragment de paradis. Alors on voit beaucoup d'amoureux partout sur les bancs. Oui, alors ça, c'est le fait que les espaces ailleurs que dans le jardin ne sont pas favorables à ce genre de rencontres. De mon temps, les premiers amours se passaient sur les terrasses. Parce que les jeunes filles n'avaient pas la possibilité de quitter le foyer toutes seules. C'est toujours accompagné, c'est souvent le cas aussi. Et donc, bien sûr, le seul espace où ils peuvent, bien sûr, être libres de faire un certain nombre de choses, c'est de monter sur la terrasse. Avec le jardin, on quitte le foyer, on s'éloigne des regards inquisiteurs. On retrouve un anonymat. Et on retrouve un anonymat, et bien sûr, on retrouve les petits copains, On va chercher un petit coin à l'abri des regards également, et voilà. Et c'est là qu'on les entend se faire siffler par les gardiens. Oui, bien sûr, parce qu'on ne badine pas avec l'amour. Hein. Il faut savoir que quand on observe ce qui se passe, ce sont des petits gestes timides. Hein. Généralement, on se tient par la main, et donc il y a l'autorité qui veille au grain. Et donc, bien sûr, ce sont des amours clandestines. Parce que rien ici ne peut être envisagé en dehors du mariage légal. Un jardin public en pleine ville est un lieu de mémoire. Il témoigne de l'histoire des hommes, de la botanique et des usages associés à l'évolution de la ville. Finalement, un lieu comme Genainsville, c'est un lieu précieux, parce qu'il est ouvert et parce qu'il est à disposition des habitants. On s'y sent bien pour une bonne raison, parce qu'il a été bien pensé à l'origine. On l'a positionné au bon endroit, dans un point précieux où il y a de l'eau. Et l'eau est importante, on le voit bien ici. On est au milieu du lac, près d'1 hectare de lac, ce qui est absolument inouï dans une ville. C'est la mer pour les facies. Aujourd'hui, on n'arrive plus à reproduire ces espaces aussi forts, aussi nécessaires dans nos villes. Tout simplement parce que l'espace public est un peu négligé. On fabrique les quartiers, on oublie ces grands poumons dans ces quartiers qui sont absolument nécessaires, pas que pour le bien-être et pour l'agrément, mais vraiment pour la santé mentale aussi des gens, la santé physique des habitants. Donc c'est un vieux jardin qui continue à vivre et qui continuera à vivre. Donc surtout, le penser dans sa durée pour qu'il continue à être vivant, et il faut le pérenniser. Et cette question de pérennité est absolument primordiale. Il faut penser à son devenir et à sa gestion aussi à long terme. La réhabilitation du jardin de Genainsville a été l'occasion de faire preuve d'une grande humilité, où l'homme a fait le pari de ne pas s'imposer comme le maître de la nature, mais comme un élément de la nature.